Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien, nous nous retrouvons une fois de plus avec une nouvelle augmentation des prix du pétrole. Cette fois-ci, bien sûr, on peut invoquer des raisons très précises, notamment le conflit entre l'Iran et l'Irak. Mais il n'en demeure pas moins que depuis 1973, dans tous les cas d'augmentation, on a évoqué le rôle et la politique des pays producteurs groupés au sein de l'OPEP. Cependant, il est vrai que le rôle des compagnies pétrolières est lui aussi loin d'être négligeable. Un rôle qui prend parfois les dimensions du mythe aux yeux de l'opinion publique. Il est inutile d'évoquer en longueur les multiples accusations dont font l'objet ces compagnies pétrolières et notamment les 7 plus importantes d'entre elles, les fameuses 7 sœurs. Manipulation des prix, création d'une pénurie artificielle, pression et influence politique, en somme, ce sont les grandes compagnies pétrolières qui continueraient dans la coulisse de tirer les ficelles de ce marché pétrolier mondial à la fois fabuleux et vital. Aujourd'hui, à quoi sert une compagnie pétrolière? En fonction de quelle logique oriente-t-elle son activité? Et puis, comment évaluer sa puissance et son rôle sur le marché pétrolier mondial? C'est en fonction de telles questions que Mark Schindler et Alain Bloch ont tenté d'esquisser le portrait de Exxon, la première compagnie pétrolière mondiale, la première compagnie tout court. Exxon, qui dans nos pays s'appelle Esso et dont on connaît bien l'emblème, c'est ce fameux tigre que l'on nous incite à mettre dans notre moteur. Eh bien, vous allez le voir, le tigre ne se porte pas si mal que ça. Les hommes du pétrole. Sur cette plateforme de forage dans le golfe du Mexique, ils cherchent ce liquide noir et visqueux qui a transformé notre manière de vivre et le monde dans lequel nous vivons. Le pétrole a aussi créé la plus formidable industrie de l'histoire. Des entreprises géantes dont les activités et les intérêts s'étendent au monde entier. Des sociétés multinationales dont la puissance dépasse parfois celle des États. Au cœur de New York, le symbole des multinationales du pétrole, Esso. Le tigre a imposé son image de marque partout. Il y a 8 ans, le tigre a changé de nom. Aux États-Unis, Esso est devenu Exxon. Ainsi, plus de confusion avec d'autres marques et un seul nom pour vendre ses produits aux États-Unis. At Humble, we're changing our name, but not our stripes. Exxon, la plus grande entreprise du monde, chiffre d'affaires 85 milliards de dollars, presque le produit national de la Suisse. Tout a commencé en 1870. John Rockefeller crée la Standard Oil. Il veut sa part du pactole qui vient d'être découvert en Pennsylvanie. C'est l'âge d'or du pétrole. Rockefeller obtient des chemins de fer, des rabais secrets pour transporter son pétrole. Avant tout le monde, il a compris qu'on gagne plus d'argent en raffinant le pétrole qu'en le produisant. En 15 ans, Rockefeller élimine ses concurrents et bâtit un empire qui contrôle le 10e du pétrole américain. Sa puissance inquiète le gouvernement américain. En 1911, la Cour suprême oblige Rockefeller à démanteler son empire de 38 sociétés. L'une de ces sociétés, qui deviendra Exxon, se lance à la conquête du pétrole au Moyen-Orient. Iran, Irak, Koweït, Qatar, Exxon est partout. Il lui faudra attendre 1949 pour s'installer en Arabie Saoudite que le roi Ibn Saoud a ouverte aux sociétés américaines. Pendant un demi-siècle, Exxon est à la tête d'un cartel pétrolier qui s'entend secrètement pour fixer les prix et pour contrôler le marché du pétrole du puits à la station-service. En
En 1979, la production d'Exxon venait du Moyen-Orient et de Libye pour 54%, des États-Unis pour 18%, d'Amérique latine pour 16%, d'Extrême-Orient pour 6% et de la mer du Nord pour 3%. En 1979, Exxon raffinait 30% de son pétrole aux États-Unis, 39% en Europe, 10% en Extrême-Orient et 9% au Canada. Le soleil ne se couche jamais sur l'empire d'Exxon. Premier pilier de cet empire, les États-Unis. Il faut aller au Texas pour comprendre la puissance d'Exxon. À perte de vue, l'or noir qui n'a pas cessé d'être pompé depuis le début du siècle. Le quart du pétrole produit aux États-Unis vient du Texas. Voici Houston, la capitale du pétrole, le symbole du nouvel Eldorado, une métropole de 2 millions d'habitants. Depuis la crise du pétrole en 1973, les nouveaux gratte-ciel poussent comme des champignons au centre de Houston. Toutes les sociétés pétrolières sont installées ici. Houston est le siège de la filiale américaine d'Exxon. Il faut faire 30 km pour rencontrer le pétrole. À Baytown, Exxon a construit, il y a 60 ans, cette raffinerie géante, la seconde des États-Unis, qui s'étend sur 1000 hectares. Chaque jour, cette raffinerie peut transformer en essence et en mazout près de 100 millions de litres de pétrole. Cela suffirait à ravitailler la Suisse pendant 3 jours. Le pétrole brut raffiné ici vient du monde entier. Les tankers de la compagnie ont chargé leur cargaison au Venezuela, en Libye, en Alaska, en mer du Nord ou en Arabie saoudite. Ce pétrolier de 75 000 tonnes décharge du brut vénézuélien. Voici le cerveau des communications d'Exxon, au quartier général de New York. Grâce à cet ordinateur central, Exxon peut diriger ses 500 pétroliers qui transportent le 10e du pétrole mondial. Toutes les informations nécessaires pour ce voyage sont contenues dans l'ordinateur, elles sont programmées. L'opérateur va maintenant demander une comparaison, c'est-à-dire il va essayer de savoir si ce bateau peut vraiment charger dans le port où il est prévu qu'il charge et s'il va arriver à entrer dans l'autre port. C'est ce qu'il est en train de demander maintenant. Ce système, le Logix, existe depuis 7 ans et il permet à cet opérateur de diriger 20 bateaux et d'en surveiller 40 autres qui sont répartis dans toutes les filiales d'Exxon dans le monde. Il donne l'ordre à son capitaine. Cet ordre va ensuite être contrôlé par la machine, il va être envoyé au centre de communication qui se trouve quelques étages en dessus de ce bureau, à New York, au centre d'Exxon Corporation, et de là, il sera dirigé en code, par radio, directement pour le capitaine. Exxon a souvent été accusé de manipuler les prix du pétrole en déplaçant ses tankers pour provoquer une pénurie ou un surplus. L'ordinateur permet-il à Exxon de contrôler le marché pétrolier ? Il est impossible d'employer le mot contrôle comme on le trouve dans le dictionnaire pour parler de notre fonction dans le groupe Exxon.
Cela vaut aussi pour la plupart des sociétés qui jouent le même rôle dans l'industrie pétrolière. Quel autre mot employeriez-vous? Nous remplissons une fonction, un rôle de coordination dans le groupe, mais notre responsabilité principale, c'est d'organiser le transport du pétrole de la source à sa destination. Prenons un exemple. Ce printemps, Esso Suisse a vendu sa participation dans sa raffinerie suisse. Qui a pris cette décision? La décision a été prise d'abord par notre filiale suisse, qui a fait rapport à Esso Europe, à Londres, qui a à son tour fait rapport au conseil d'administration du groupe Exxon, ici à New York. Qui a pris la décision? La décision a suivi cette filière. Vous ne me répondez pas. Qui a décidé? Je n'ai pas été mêlé à cette décision, alors je ne peux pas vous dire exactement où elle a été prise. Mais comme je connais la manière dont fonctionne Exxon, la décision a été prise selon ce processus, entre Esso Suisse, Esso Europe et la direction du groupe. Octobre 1973, le coup de tonnerre. L'Organisation des pays producteurs de pétrole, l'OPEP, met l'embargo sur le pétrole et quadruple les prix. L'or noir échappe aux sociétés pétrolières. Il passe sous le contrôle des pays producteurs emmenés par le cheikh Yamani d'Arabie saoudite. En 1975, l'un des fondateurs de l'OPEP, le Venezuela, nationalise son pétrole. C'était l'un des fiefs d'Exxon. Le président Pérez annonce qu'après 50 ans de domination étrangère, le pays le plus riche d'Amérique latine reprend le contrôle de ses richesses. Dans les années 70, 80% du pétrole d'Exxon venait de ses propres gisements. En 10 ans, cette part va tomber à 44%. Désormais, c'est l'OPEP qui détient les réserves de pétrole. Autre révolution pétrolière en Arabie saoudite. Depuis 25 ans, Exxon, associé à 3 autres multinationales américaines dans l'Aramco, exploite ici les plus grandes réserves du monde. Exxon a tout fait pour que l'Arabie saoudite devienne le pilier de sa stratégie pétrolière au Moyen-Orient. En 1974, après d'âpres négociations, l'Arabie saoudite prend le contrôle de 60% des gisements concédés à l'Aramco. L'Exxon, comme les autres compagnies membres de l'Aramco, sont toujours partie prenante directement dans l'Aramco. Ils ont toujours une participation directe. Mais ce qui est encore plus important que l'aspect purement juridique, que l'espèce d'enveloppe juridique de la relation, il reste le fait que Exxon, comme ses partenaires, donc les sociétés américaines au sein de l'Aramco, continuent à gérer et à opérer les gisements saoudiens, c'est-à-dire les gisements qu'ils ont découverts. Ils ont été les seuls jusqu'ici à exploiter directement sur le plan enfin des opérations directes et techniques. Et ceci leur confère évidemment une position privilégiée et des pouvoirs considérables. Il suffit de citer un exemple très simple, c'est qu'au niveau, par exemple, de l'évaluation des réserves pétrolières en Arabie saoudite, seules les compagnies membres de l'Aramco qui connaissent ces gisements peuvent avoir des données précises sur l'importance de ces réserves et sur leur capacité de production. Il va de soi que lorsqu'un pays, l'OPEP, fait appel à l'ancienne société concessionnaire pour gérer ces gisements de pétrole, ce n'est pas comme lorsque le commun des mortels fait appel au serrurier ou au plombier du coin pour un petit service chez lui à la maison. D'autant plus que ces sociétés connaissent bien la maison, elles y sont depuis des dizaines d'années, et qu'ils gèrent une industrie extrêmement complexe
et qu'il n'est pas toujours possible pour les pays producteurs de pouvoir vraiment maîtriser, étant donné l'expérience et le nombre considérable de techniciens et d'experts de toutes sortes que cela requiert. La flambée des prix du pétrole provoque partout la colère contre les sociétés pétrolières. Aux États-Unis, le sénateur Frank Church ouvre une enquête sur les multinationales du pétrole. Pendant plusieurs semaines, les pétroliers, Exxon en tête, se retrouvent au banc des accusés. En 1973-74, vous avez été assistant du sénateur Church pour son enquête sur les sociétés pétrolières. Quelles ont été les principales conclusions de cette enquête? Je crois que le point le plus important, c'est que les principales compagnies pétrolières faisaient réellement la politique énergétique des États-Unis. Elles dirigeaient et contrôlaient nos négociations avec les gouvernements du Moyen-Orient. La manière dont elles menaient ces négociations ne pouvait pas continuer. Il était nécessaire que le gouvernement américain joue un rôle plus important si nous voulions éviter un désastre au Moyen-Orient et une explosion des prix. Un de nos champs d'investigation a été le crédit d'impôt étranger, c'est-à-dire la possibilité pour ces multinationales du pétrole d'appeler les paiements qu'elles font au Moyen-Orient des impôts, plutôt que des paiements pour le pétrole qu'elles enlèvent. Notre commission a dit que ce crédit d'impôt étranger n'avait pas de justification. Or, ces jours-ci, le Trésor américain reprend le problème pour supprimer cela, 5 ans plus tard. Ainsi, chaque fois qu'Exxon achetait du pétrole à l'OPEP, elle en déduisait le prix des impôts qu'elle payait aux États-Unis. En 1973, Exxon réalisait à l'étranger 2/3 de ses bénéfices exonérés d'impôts. Energy for a stronger America. This is where it all started, the North Slope of Alaska. Oil was discovered here at Prudhoe Bay in April 1968. Now, nearly 10 years later, oil is flowing through an incredible 800-mile-long pipeline that stretches over and under the state of Alaska. The pipeline climbs up and across rugged mountain ranges and down into deep valleys, sometimes elevated above ground and sometimes buried beneath. It crosses wide rivers and winds through forests until it reaches Valdez Harbor, where the oil is loaded into tankers. Oil from Alaska's North Slope. Exxon is proud to have helped find it and start it flowing your way to provide more energy for a strong America. Croyez-vous que ce qui est bon pour Exxon est bon aussi pour l'Amérique? Je ne dirais pas cela. Mais ce que fait Exxon aide l'économie américaine, l'économie de la Suisse, de l'Europe et des pays où nous travaillons. Certaines choses sont bonnes pour Exxon et pour les États-Unis. Par exemple, trouver du pétrole et du gaz. Nous espérons trouver de nouvelles réserves en Alaska. Dans ce domaine, votre remarque est vraie, mais il y en a beaucoup d'autres où ce n'est pas vrai. Une pénurie de gaz naturel, par exemple, peut être bonne pour Exxon, mais pas pour l'Amérique. Nous n'avons aucun intérêt à mener une politique qui mène à la pénurie. La situation a un peu changé, mais pas fondamentalement. La politique du gouvernement est toujours à l'arrière-plan. Les compagnies mènent toujours les négociations au Moyen-Orient. Notre gouvernement n'a toujours pas adopté une politique pour faire face à l'OPEP et à son pouvoir d'augmenter les prix. Pourtant, dès son entrée à la Maison-Blanche, Jimmy Carter avait dénoncé la puissance des pétroliers. Mais son programme sur l'énergie a été combattu par le Congrès et le lobby pétrolier. En avril 1980, le président américain a réussi à faire approuver un impôt spécial sur les super-bénéfices. L'impôt sur les super-bénéfices accompagne la décision du président, en avril 1979, de libérer les prix du pétrole aux États-Unis. Les prix avaient été bloqués depuis le début des années 70.
L'effet avait été néfaste pour la production intérieure. Cela avait retenu les producteurs d'investir dans de nouveaux puits, où cela avait freiné la production actuelle. Les producteurs ne trouvaient pas rentable de produire du pétrole quand le prix était fixé à 6 ou 13 $ le baril. La libération du prix du pétrole, combinée avec la hausse rapide des prix mondiaux, signifiait que l'industrie pétrolière américaine allait encaisser des super bénéfices sur des investissements anciens qui avaient été rentables, même sans la libération des prix et la hausse mondiale. Nous avons pensé qu'un impôt devait être prélevé sur une partie de la différence entre l'ancien prix contrôlé et le nouveau prix mondial, surtout pour que le gouvernement américain récupère une part de ses revenus et les investisse pour affronter notre problème énergétique. En 1975, le bénéfice net d'Exxon a atteint 2,4 milliards de dollars. En 1976, 2,6 milliards. En 1977, 2,4 milliards. En 1978, 2,7 milliards. Enfin, en 1979, 4,3 milliards de dollars. Aucune entreprise au monde n'a jamais gagné autant d'argent en une année. 1979 a été une bonne année pour nous, grâce à des facteurs inhabituels. Nous avons bénéficié d'un abattement fiscal de 320 millions de dollars en Grande-Bretagne. Deuxièmement, les affaires ont été bonnes pour la pétrochimie. Troisièmement, nous avons accru notre production en mer du Nord et en Malaisie. En Europe, nos revenus sur le raffinage et les ventes ont atteint un niveau convenable après le ralentissement des années précédentes. Tout cela a représenté une part importante de nos bénéfices. Investissement record en 1980. Des millions d'Américains profitent des bénéfices d'Exxon. L'opinion publique n'est pas convaincue par cette campagne de presse. Les accusations viennent de tous les côtés. Energy Action, un groupe de pression fondé par l'acteur Paul Newman et des hommes d'affaires californiens, harcèle depuis des années l'industrie pétrolière. Son directeur a épluché les comptes d'Exxon. D'abord, 4 milliards 300 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais cette somme est sous-estimée. Exxon a gagné beaucoup plus, à cause du système comptable, à cause de ce qu'on appelle les impôts fantômes, et à cause de la possibilité de soustraire les dépenses d'exploration. Que signifie impôt fantôme? Des impôts qu'Exxon ne paye pas, qu'elle reporte, qu'elle déduit de ses revenus. Ici, ces trois éléments étaient inclus, le bénéfice d'Exxon pourrait être supérieur de moitié. Exxon explique que ces énormes bénéfices proviennent surtout de l'étranger. Non. Exxon est une société multinationale intégrée. Elle produit du pétrole, elle le transporte, elle le raffine et elle le vend. Ainsi, elle peut dégager des bénéfices à chaque étape, selon les lois fiscales, là où le profit est le plus grand. Aux États-Unis, elle peut importer du pétrole. Le bénéfice apparaît dans la filiale à l'étranger. Mais c'est le consommateur américain qui paye. Ainsi, Exxon peut affirmer qu'elle fait plus de bénéfices à l'étranger. La vérité, c'est que le consommateur américain paye pour ses bénéfices à l'étranger. La moitié du pétrole vendu par Exxon aux États-Unis vient de l'étranger. Les profits viennent du fait de l'écart entre les prix auxquels ces sociétés multinationales enlèvent le brut dans les pays producteurs, d'un côté, et les prix auxquels ils le revendent au consommateur final, donc essentiellement le pays industrialisé. Au cours des dernières années, l'OPEC a souvent demandé aux pays industrialisés de faire le nécessaire pour que ces profits soient limités à une marge raisonnable. Or, on a constaté que cela n'a pas été le cas et que les profits continuent à augmenter parce qu'il y a dans les pays industrialisés ce qu'on appelle des marchés libres. D'un côté, il y a aussi les activités des compagnies dans les pays industrialisés eux-mêmes
où il n'y a pas toujours un contrôle très strict sur les prix auxquels ces sociétés vendent leurs produits au consommateur final. Remember, during the energy crisis, the big oil companies raised their prices sky high and told us it was all because of the Arab boycott? Well, in the 4 years since the energy crisis began, the profits of the major oil companies have doubled. And now these same giant oil companies are trying to grab control of America's coal and uranium too. If they get away with it, guess who's going to foot the bill for higher and higher energy prices? We'd better break up the oil monopoly before it breaks us. Certains affirment qu'Exxon a en quelque sorte partie liée avec l'OPEP. Cela ressemble à une danse. Ils ne s'aiment pas trop, mais les deux en tirent profit. Exxon augmente ses prix à ses raffineries de Rotterdam. Et l'OPEP dit « Minute, c'est sur notre pétrole que vous gagnez de l'argent. Nous allons augmenter nos prix. Cela se cumule, chacun voulant faire mieux que l'autre. » Et chacun en profite. Les sociétés pétrolières et l'OPEP en profitent, et l'économie du monde industrialisé, et surtout celle du tiers-monde, en souffre beaucoup. Vous avez ces énormes revenus de certains pays de l'OPEP et ces profits records des sociétés pétrolières qui accroissent leur liquidité et leur donnent les moyens d'augmenter leur puissance. Des critiques affirment que vous bénéficiez de la hausse des prix de l'OPEP. Comme vous le savez sûrement, si vous faites le plein, le prix de l'essence dans le monde a augmenté de 25 et même de 50 centimes le litre depuis 1973. Pendant ce temps, notre bénéfice est accru de 3 centimes et demi, et la moitié de la hausse est due à l'inflation. Donc ce ne sont pas nos bénéfices qui ont provoqué cette hausse des prix pour le consommateur. Les consommateurs, eux, constatent simplement que plus le prix du pétrole augmente, plus les bénéfices des sociétés pétrolières deviennent fabuleux. En un an, le bénéfice d'Exxon a augmenté de 55%, celui des autres pétroliers américains entre 64 et 163%. Cette année, Exxon prévoit de dépenser plus de 6,5 milliards de dollars pour trouver, développer et distribuer de l'énergie. Mining coal, on synthetic fuels, solar energy, and much more. $6.5 billion by one company in 1 year. Notre stratégie est simple. Nous cherchons de nouveaux gisements pétroliers. Nous cherchons à produire de l'énergie sous forme de pétrole. Nous investissons dans les schistes bitumineux, le charbon, le solaire. Notre stratégie, c'est de trouver des sources d'énergie à meilleur marché où nous le pouvons. L'un des atouts majeurs d'Exxon, c'est le pétrole de l'Alaska, au nord du continent américain. 30% du brut qu'elle extrait aux États-Unis viennent de ce pays désolé. Les réserves sont énormes, aussi importantes que celles du Texas. Il a fallu 4 ans, dans des conditions difficiles, pour construire ce pipeline géant qui traverse l'Alaska. Les écologistes ont tout fait pour s'y opposer. La crise de l'énergie a balayé leurs arguments. L'or noir sorti des glaces est vital pour l'Amérique et pour Exxon. Autre atout majeur d'Exxon, le pétrole de la mer du Nord découvert il y a 10 ans. Exxon a investi ici des millions de dollars. Les conditions sont très dures et les risques élevés. Mais cela en vaut la peine. 3% du pétrole d'Exxon sort aujourd'hui de la mer du Nord et la production a doublé en 1 an. Et surtout, ici comme en Alaska, l'OPEP n'a pas son mot à dire.
Exxon ne s'intéresse pas seulement au pétrole et au gaz. Elle a plus de 3500 chercheurs qui travaillent dans ses laboratoires pour explorer d'autres sources d'énergie. L'ère du pétrole se terminera au cours des prochaines décennies à un rythme difficile à prévoir. Nous devons donc exploiter des sources de remplacement et conserver l'énergie. Combien avez-vous investi dans la recherche l'an dernier? Près d'un demi-milliard de dollars. Cette année, plus d'un demi-milliard. Sur les plateaux de Wyoming, au nord des États-Unis, la plus grande mine de charbon du pays. 700 millions de tonnes de réserves, faciles à exploiter. Il y a 10 ans qu'Exxon s'intéresse au charbon. Aujourd'hui, elle produit encore peu, mais elle possède des réserves gigantesques, les troisièmes des États-Unis. Ici, le charbon se ramasse à la pelle. Des pelles mécaniques géantes qui attaquent directement la veine. Il suffit d'enlever 30 mètres de terre et le charbon est là. Ces transporteurs enlèvent à chaque voyage 140 tonnes de charbon, qui seront broyés avant d'être stockés dans des silos géants. Le charbon coûte ici 3 fois moins cher que dans une mine traditionnelle. Exxon estime que d'ici à l'an 2000, la production de charbon triplera aux États-Unis et qu'elle couvrira le tiers des besoins en énergie, autant que le pétrole. Chaque semaine, ce charbon destiné aux usines électriques du Middle West est transporté à 1500 km par un train de 100 wagons. 11 000 tonnes de charbon en un seul voyage. Vous poursuivez des recherches sur le pétrole synthétique tiré du charbon. Quel est son avenir? Cela dépend de facteurs économiques, de la protection de l'environnement imposée par le gouvernement et des conditions de location du terrain. Mais l'avenir technique de la liquéfaction et de la gazéification du charbon est certainement très brillant. Nous croyons que cela pourra contribuer à notre énergie dans les prochaines décennies. Combien coûte aujourd'hui un baril de pétrole extrait du charbon? Environ 50% de plus que le prix mondial d'aujourd'hui. Des wagons de charbon à côté d'une raffinerie. Le pétrole extrait du charbon, ce n'est plus pour demain. Dans cette usine expérimentale du Texas, Exxon traite depuis quelques mois 250 tonnes de charbon par jour, de quoi produire 100 000 litres de pétrole. Exxon a mis au point un procédé chimique de liquéfaction du charbon qu'elle exploite ici en coopération avec des sociétés charbonnières américaines, japonaises et allemandes. Le gouvernement américain paye la moitié des investissements. Selon Exxon,
Le pétrole synthétique devrait être rentable vers 1985 si le prix du pétrole continue à monter. En l'an 2000, le pétrole synthétique pourrait remplacer 30% du pétrole consommé aux États-Unis. Will solar heating ever be practical for my house? At Exxon, we're working on it. This is one of 3 northeastern homes we've built to test ways to use solar energy. The roof panels that collect the sun's heat are made by an Exxon affiliate. Today, more than 10,000 Exxon solar panels are in use across the country, helping people cope with rising energy costs. Energy straight from the sun. At Exxon, we're working on it. Les appétits d'Exxon ne s'arrêtent pas là. Le géant de l'énergie est aussi présent dans le domaine nucléaire. Exxon possède des mines d'uranium. Elle produit des matériaux fissiles. Exxon poursuit des recherches sur l'enrichissement et le retraitement nucléaire. Ce n'est pas tout. Ce terminal, c'est aussi un produit Exxon, le dernier né de sa division informatique. Cette machine à écrire électronique, Exxon aussi. Enfin, ce système d'édition de texte prouve que le Tigre est bien installé dans les communications. Pourquoi considérez-vous ces investissements comme dangereux ? Ils peuvent être dangereux parce que Exxon investit dans des sources d'énergie qui peuvent être concurrentes pour produire de l'électricité, des carburants ou du gaz. Exxon n'a pas intérêt à être son propre concurrent, donc à produire l'énergie à meilleur marché. Si elle investit dans toutes les sources d'énergie, elle peut s'assurer qu'il n'y a pas trop de concurrence entre ces sources. Craignez-vous aussi que Exxon puisse un jour contrôler le marché de l'énergie aux États-Unis ? Je ne le crains pas pour un jour, mais pour maintenant. Exxon et les autres multinationales du pétrole ont un énorme contrôle sur le marché de l'énergie aux États-Unis, en Europe et au Japon. Elles fournissent le pétrole, elles possèdent les bateaux, les raffineries, les réseaux de vente. Ainsi, elles ont les moyens de transport, les gisements, en propriété ou par un accès préférentiel. Elles ont les raffineries pour traiter le pétrole et le réseau pour le vendre. Et maintenant, par-dessus tout, elles détiennent les autres sources d'énergie. Elles auront un énorme contrôle, plus encore qu'aujourd'hui. Mais même aujourd'hui, leur puissance et leur contrôle du marché sont importants. Cherchez-vous à contrôler toutes les sources d'énergie? Vous employez beaucoup ce mot de contrôle. Nous n'avons aucun espoir de tout contrôler. Nous essayons d'apporter notre contribution en trouvant les moyens d'investir et de tirer un profit en produisant de l'énergie par ces autres moyens. Remember the games you played as a kid? How the person who got a monopoly had everyone else at his mercy? Well, that's what's happening in the energy industry. A handful of giant oil companies now control most of our petroleum production and natural gas as well, and the pipelines, and the gasoline for our local gas stations. And they're rapidly gaining control of our coal and uranium resources too. With that kind of monopoly, they could make you pay almost anything they want. Energy isn't a game. We'd better break up the oil monopoly before it breaks us. Est-ce que le gouvernement américain peut et veut contrôler Exxon? You're raising a question to which I don't think there's a simple answer.
On ne peut pas répondre simplement à votre question. Comment un gouvernement peut-il contrôler une société comme celle-là? Durant notre enquête, nous avons souvent entendu affirmer que les Britanniques avaient résolu le problème en nationalisant British Petroleum. Mais ensuite, BP a résolu le problème en imposant ses besoins au Trésor britannique. En fait, c'était BP qui dirigeait le gouvernement. Êtes-vous favorable à une nationalisation pour contrôler Exxon? Pas nécessairement, mais créons une société fédérale de l'énergie, comme la Société nationale britannique du pétrole, comme Petrocan au Canada, comme tous les pays occidentaux l'ont fait. Une société fédérale de l'énergie pour négocier avec les gouvernements étrangers et leurs propres sociétés pétrolières. Craignez-vous d'être nationalisé? Nous avons été expropriés et nationalisés dans de nombreux pays. Mais les compagnies nationalisées n'ont pas apporté à leur gouvernement et à leur peuple autant que si elles avaient été obligées par la concurrence d'opérer efficacement et économiquement. Généralement, dans le monde, les compagnies nationalisées sont largement subventionnées et ne marchent pas bien. En Grande-Bretagne, BP ne marche pas bien? Heureusement, BP a pu travailler comme une société privée. Elle n'a pas été obligée d'opérer comme une société nationalisée, comme en Italie. Je ne pense pas qu'on puisse soutenir que la nationalisation de l'industrie pétrolière américaine pourrait améliorer la situation. Il faut garder à l'esprit notre objectif, réduire notre dépendance par rapport au pétrole importé et remplacer par des sources américaines, conserver l'énergie, le solaire, le charbon, l'uranium ou les schistes bitumineux, remplacer les barils de pétrole que nous importons en trop grande quantité. Nous avons craint que la concurrence soit limitée par les grandes sociétés pétrolières qui acquièrent une position dominante dans le charbon. Par exemple? Par exemple, en achetant une trop grande part du marché et, délibérément ou non, en manipulant le rythme de production. C'est-à-dire? C'est-à-dire pour maintenir élevés les prix du pétrole. Ces sociétés, jusqu'à récemment, pouvaient faire la pluie et le beau temps, aussi bien dans les pays producteurs que dans les pays consommateurs, et même dans les grands pays industrialisés comme les États-Unis, et qu'ils ont pu disposer de pouvoirs économiques et voire politiques considérables. Et que pour les pays l'OPEP, ils étaient de véritables États dans l'État, quand ils n'étaient pas les véritables États. Mais ce qui est important, ce qui a, dans une certaine mesure, changé, heureusement changé, et qui devrait continuer à changer, c'est la puissance politique de ces sociétés. En ce sens que si dans le passé, ces sociétés ont pu faire la politique pétrolière des producteurs et des consommateurs, ceci était acceptable tant que leurs intérêts pouvaient plus ou moins coïncider avec les intérêts des uns ou les autres, ou au moins l'une des deux parties. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Qui peut contrôler une société comme Exxon? Les seuls qui peuvent la contrôler, c'est les pays producteurs et les pays consommateurs, mais à condition qu'ils coopèrent ensemble.